Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des modèles de langage comme ChatGPT. Ils sont impressionnants. Ils savent expliquer, résumer, reformuler, écrire du code, répondre à des questions. Et très souvent, quand on les utilise pour la première fois, on se dit « Waouh, c'est incroyable !» Mais assez vite, surtout dans un contexte professionnel, on se rend compte qu'il y a un problème fondamental. Le modèle est très bon pour parler, mais il ne sait pas ce qui se trouve dans vos données. Il ne connaît pas vos documents internes. Il ne connaît pas vos PDF métiers. Il ne connaît pas vos procédures. Il ne connaît pas vos bases de données. Et pourtant, dans la vraie vie, c'est exactement sur ces données-là qu'on veut poser des questions. Par exemple, qu'est-ce qui est écrit dans ce rapport? Quelle est la règle dans cette procédure interne? Quelle est l'information exacte dans ce document? Si on pose ce genre de questions à un modèle de langage tout seul, sans lui donner accès aux données, il va quand même essayer de répondre. Et parfois, il va répondre avec beaucoup d'assurance, mais sans se baser sur un fait réel. Ce n'est pas parce qu'il essaye de mentir, c'est simplement parce qu'il n'a aucune connaissance de vos documents. C'est ça le vrai problème. Le modèle ne fait que prédire le mot suivant à partir de ce qu'il a appris pendant son entraînement. Et quand on est dans un contexte personnel, ce n'est pas très grave. Mais quand on est dans un contexte professionnel, quand on parle de décisions, de règles, de documents officiels, là, une réponse approximative peut devenir un vrai problème. C'est précisément pour résoudre cette situation qu'on utilise aujourd'hui le RAG. Mais avant de voir comment on le construit, il faut d'abord bien comprendre pourquoi il est nécessaire. Maintenant qu'on a posé le contexte, voyons plus précisément ce qui se passe quand on utilise un modèle de langage tout seul. Quand tu poses une question à un LLM, le modèle a un objectif très simple, produire une réponse qui a l'air cohérente. Il ne va pas se demander « est-ce que j'ai vraiment l'information ?» Il va simplement essayer de générer la réponse la plus plausible par rapport à la question qu'on lui pose. Et c'est là que le problème apparaît. Si l'information n'est pas clairement dans ses connaissances, le modèle ne va pas dire « je ne sais pas ». Il va quand même répondre. Parfois, la réponse sera correcte. Parfois, elle sera approximative. Et parfois, elle sera complètement fausse. Ce phénomène, on l'appelle une hallucination. Ce n'est pas une hallucination au sens humain du terme. Le modèle n'invente pas volontairement. Il fait simplement ce pourquoi il a été entraîné. Prédire la suite la plus probable d'un texte. Le problème, c'est que la réponse peut sembler très convaincante, très bien formulée, très sûre d'elle, alors qu'elle ne repose sur aucun document réel. Et c'est là que ça devient dangereux dans un contexte professionnel. Si tu poses une question sur un document interne, sur une règle métier, sur une procédure, sur une information réglementaire, tu ne peux pas te permettre à une réponse approximative à peu près. Tu as besoin d'une réponse qui repose sur un fait vérifiable. Et tant que le modèle n'a pas accès à tes données, il n'a aucun moyen de faire cette vérification. C'est exactement cette limite que le RAG va venir corriger. La question maintenant, ce n'est pas de savoir si les LLM sont bons ou mauvais. La vraie question, c'est comment leur donner accès à nos données pour qu'ils répondent correctement. Maintenant qu'on a compris le problème des modèles de langage utilisés seuls, on peut définir simplement ce qu'est le RAG. RAG veut dire Retrieval Augmented Generation. Derrière ce nom un peu technique, l'idée est en réalité très simple. Avant de demander au modèle de langage de répondre à une question, on va d'abord aller chercher l'information pertinente dans nos données. Ensuite, on va donner cette information au modèle et seulement après, on va lui demander de générer une réponse. Autrement dit, le modèle ne répond plus de tête, il répond avec des documents sous les yeux. C'est exactement pareil pour un humain. Si tu demandes à quelqu'un de répondre à une question complexe de son document, il va répondre de mémoire. Mais si tu lui donnes un dossier, des rapports, des procédures, il va s'appuyer dessus pour répondre. Le RAG, c'est exactement ce principe, mais appliqué à un modèle de langage. On sépare donc clairement deux choses. La recherche de l'information
et la génération de la réponse. Et cette séparation change complètement la fiabilité des réponses. Le RAG n'améliore pas le modèle, il améliore ce qu'on lui donne à lire. Maintenant qu'on sait ce qu'est le RAG, la question suivante, c'est comment le système trouve les bonnes informations dans les données. Si on utilisait une recherche classique, basée uniquement sur des mots-clés, on aura rapidement des limites. Parce que les humains n'utilisent pas toujours exactement les mêmes mots pour dire la même chose. Par exemple, imagine un document dans lequel il est écrit « Le siège est situé à Strasbourg ». Et maintenant, un utilisateur pose la question « Où est basé le Crédit Mutuel ?» Les mots sont différents. Si on fait une recherche par mots-clés, il est possible qu'on ne retrouve rien. Pourtant, en tant qu'humain, on comprend immédiatement que les deux phrases parlent de la même information. Le RAG fonctionne exactement comme ça. Il ne cherche pas des mots identiques, il cherche des phrases qui ont le même sens. Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des embeddings. Un embedding, c'est une représentation numérique du sens d'un texte. Deux phrases qui veulent dire la même chose auront des représentations proches, même si les mots utilisés sont différents. Grâce à ça, quand un utilisateur pose une question, le système peut retrouver les passages qui parlent du même sujet, même si la formulation n'est pas exactement la même. C'est ce mécanisme qui rend le RAG beaucoup plus puissant qu'une simple recherche par mots-clés. Et c'est aussi qui permet au RAG de fonctionner correctement sur des documents réels, écrits par des humains avec des formulations variées. Maintenant qu'on a compris pourquoi le RAG existe et comment il permet de retrouver de l'information par le sens, on va prendre un peu de recul. On va regarder ensemble le pipeline RAG complet étape par étape. Ici, le but n'est toujours pas de coder, le but c'est de comprendre la logique générale pour que plus tard chaque ligne de code ait du sens. La toute première étape, c'est ce qu'on appelle l'ingestion des données. L'ingestion, c'est simplement le fait de charger les données que l'on veut utiliser dans notre système. Ces données peuvent venir de beaucoup de sources différentes. Des fichiers PDF, des documents Word, des fichiers Excel, des bases de données SQL, des API ou encore des pages web. À ce stade, le système ne cherche pas encore à répondre à des questions. Il ne fait qu'une chose, récupérer l'information et la transformer en texte exploitable. On peut voir cette étape comme le moment où on rassemble tous les documents sur une table avant de commencer à travailler. Une fois que les données sont chargées, on passe à la deuxième étape, le chunking. Le chunking consiste à découper les documents en morceaux plus petits qu'on appelle des chunks. Pourquoi est-ce nécessaire? D'abord parce qu'un modèle de langage ne peut pas lire un document entier d'un seul coup. Mais surtout parce que des morceaux plus petits permettent une recherche beaucoup plus précise. Au lieu de retrouver un document entier, on va retrouver le passage exact qui parle du sujet de la question. C'est une étape clé pour obtenir des réponses pertinentes. Une fois que les documents sont découpés, on arrive à la troisième étape, les embeddings et la base vectorielle. À ce moment-là, chaque chunk de texte est transformé en une représentation numérique. Cette représentation ne stocke pas les mots, mais le sens du texte. On peut voir un embedding comme une empreinte du sens d'un passage. Deux textes qui parlent du même sujet auront des empreintes proches, même si les mots utilisés sont différents. Toutes ces empreintes sont ensuite stockées dans une base spécialisée qu'on appelle une base vectorielle. Cette base sert de mémoire à notre système RAG. On passe maintenant à la quatrième étape du pipeline RAG qu'on appelle la recherche ou retrieval. C'est l'étape où le système va essayer de retrouver dans les documents les informations les plus utiles pour répondre à une question. Imaginons donc qu'un utilisateur pose une question. À ce moment-là, le système ne va pas chercher mot par mot dans les documents. Il va d'abord chercher à comprendre ce que la question veut dire.
Pour faire ça, la question est traitée exactement comme les documents. Elle est transformée en une représentation qui capture son sens. Les documents ont déjà subi ce même traitement. Chaque morceau de document est lui aussi représenté par son sens. À partir de là, le système peut comparer le sens de la question avec le sens des différents passages. Il va simplement chercher quels passages parlent du même sujet que la question posée. Ce sont ces passages-là qui sont considérés comme les plus pertinents et qui seront ensuite utilisés pour construire la réponse. Le système ne cherche pas par des mots, il cherche des idées qui se ressemblent. Enfin, on arrive à la dernière étape du pipeline, la génération de la réponse. À ce moment-là, on fournit au modèle de langage uniquement les passages de documents jugés pertinents. Et on lui demande de répondre à partir de ce contexte, et uniquement de ce contexte. Le modèle ne répond plus en se basant sur son entraînement général, il répond en s'appuyant sur des informations précises issues de vos données. C'est cette combinaison entre recherche d'informations et génération de texte qui rend le RAG beaucoup plus fiable qu'un modèle utilisé seul. Et ce qui est très important à retenir, c'est que toutes ces étapes, on va les implémenter une par une dans la suite de la formation. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne le pipeline RAG, on peut répondre à une question très importante. Pourquoi cette approche permet de limiter les hallucinations? La réponse tient en une idée simple, le contrôle du contexte. Quand on utilise un modèle de langage tout seul, le modèle n'a aucun moyen de savoir si ce qu'il est dit est vrai ou faux par rapport à vos documents. Il répond simplement avec ce qu'il a appris pendant son entraînement. Avec un RAG, le modèle ne voit plus tout l'Internet, ni tout son entraînement. Il ne voit que le contexte que vous lui fournissez. Si l'information est présente dans les documents récupérés, alors le modèle peut s'appuyer dessus pour répondre correctement. Mais si l'information n'est pas dans ce contexte, un bon système RAG doit être capable de répondre « je ne sais pas ». Et c'est exactement ce qu'on cherche en entreprise. On ne veut pas une IA qui répond à tout prix. On veut une IA qui répond juste et qui admet ses limites quand l'information n'est pas disponible. C'est pour ça que le RAG est aujourd'hui l'approche privilégiée pour construire des assistants IA fiables sur des données réelles. Et c'est cette logique-là que nous allons appliquer concrètement dans la formation. Un bon RAG préfère dire « je ne sais pas » plus que de dire quelque chose d'approximatif.